pédagogique dédié au REL et à l'éducation ouverte à l'Université de Sherbrooke. Je coordonne avec ma collègue Nadia Villeneuve, ici présente, la programmation du mois de l'éducation ouverte 2026. Donc, nous sommes très heureuses de vous souhaiter la bienvenue à l'événement d'aujourd'hui. On a une belle séance qui nous vient de Nantes Université pour nous présenter leur dépôt de REL Néo. Donc, j'ai très hâte de les entendre. D'ailleurs, la communication d'aujourd'hui est tout à fait en ligne avec la thématique du mois de l'éducation qui est cultiver l'ouverture, savoir pratique pédagogique et communauté. Donc, les dépôts de REL, il y a eu plusieurs réflexions qui sont faites en collégialité avec des gens de différents établissements dans d'autres pays aussi depuis quelques années. Et c'est dans cet esprit-là d'arrimage de bonnes pratiques qu'on souhaite voir évoluer les REL pour augmenter leur repérabilité et finalement l'utilisation en bout de ligne. Avant de passer le micro aux gens qui présentent aujourd'hui, dans le clavardage, je vous invite à écrire votre nom, le poste que vous occupez, puis votre établissement d'attache. Ça, on va voir un peu avec qui on partage la salle aujourd'hui. Alors, Université Laval, UQAM à Montréal, Sherbrooke, Université de Montréal, Fabrique REL, l'Université Laval, Service pédagogique, l'Université de KM, Université Laval aussi, UDM, Collecto, bonjour, on est ici au niveau du Cégep, Université de Toulouse, Sophie Saint-Cyr, UDS Bibliothèque, bonjour, Direction pour la science ouverte, INRE France, bonjour. Et voilà, alors, voyez les gens présents aujourd'hui dans la salle. On a des gens surtout au niveau des bibliothèques, c'est la thématique, mais aussi des gens qui s'intéressent à la pédagogie. Donc, c'est super, des gens d'enseignement supérieur. Bienvenue tout le monde. Installez-vous confortablement. Vous savez, vous pouvez ajuster la largeur de votre écran de votre côté au niveau de la présentation sans impacter les autres. Donc, mettez-vous à l'aise. Et j'invite maintenant Élise et Thibault à prendre le micro, à vous présenter puis à lancer le tout. Puis je vais aussi déposer votre support de présentation dans le clavardage. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Marianne. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Élise Nelson. Je suis bibliothécaire responsable du département formation des publics dans les bibliothèques universitaires de Nantes et en charge de la mission éducation ouverte pour les bibliothèques. Voilà, Thibault, je te laisse le micro. Du coup, moi, c'est Thibaut Yacombe, donc je suis gestionnaire technique au pôle innovation numérique de Nantes Université et je suis du coup l'administrateur technique de la plateforme de la Fabrique REL, Nantes. Voilà, donc on va vous faire un petit retour d'expérience de notre plateforme de REL qu'on a mis en place à Nantes. Alors, je vais chercher le diapo de présentation. Voilà, est-ce que vous avez bien accès au diapo? C'est bon? Alors, l'idée, effectivement, de cet atelier, c'est, je vais le mettre en diaporama, ce sera mieux. Voilà. C'est de vous présenter la mise en place du réservoir de REL de Nantes Université, dont le petit nom est NÉO, Nantes Éducation Ouverte. De vous présenter un petit peu les étapes qui nous ont amenés à mettre en place ce réservoir, quels ont été nos questionnements, quels ont été les choix, et puis surtout, en fait, l'objectif de cette présentation, c'est quand même de prévoir un temps d'échange avec vous, de répondre à vos interrogations et de voir aussi où on en est les uns et les autres dans nos établissements autour de ces sujets.
bibliothécaires, informaticiens qui nous concernent finalement tous. Voilà. Alors, on s'est présenté. On va intervenir, Thibaut et moi, sur les différentes diapos pour vous permettre de suivre un petit peu et de vous donner des éléments sur les différents temps qui nous ont amenés à ça, et puis le temps d'échange. Voilà, alors Néo, notre réservoir de REL, c'est une plateforme de diffusion qui est alimentée par des enseignants, des personnels, des étudiants de Nantes Université, qui est accessible à tous à l'adresse qui se trouve en bas de cette présentation pour tous les publics, hein. Donc c'est assez ambitieux, des étudiants, des enseignants, des professionnels également qui interviennent en formation, en apprentissage. Et on vise assez large dans cette mise à disposition de ressources. Un petit peu d'histoire autour de Néo. Alors, dans quoi ça s'inscrit? Néo, c'est suite effectivement à la stratégie de Nantes Université autour de l'éducation ouverte, avec une feuille de route qui est de 5 ans, 2022-2027, pour concevoir, diffuser, partager des REL produites au sein de l'université à tous. Alors, comment ça s'est fait au départ, hein? Au départ, on a, avant la constitution, la création de la Fabrique REL nantaise, on a travaillé dans une logique d'interservice, hein. Alors, il y a des sigles, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Le SCD, c'est le service commun de documentation, ce sont les bibliothèques universitaires. Le SPIN, le service pédagogie et innovation numérique. Le CDP, le centre de développement pédagogique. Et puis la chaire UNESCO Relia que vous connaissez, qui, voilà, on a eu un temps de travail assez conséquent dès 2022 pour pouvoir se dire comment on essaye de mettre en place cette politique d'éducation ouverte et surtout vers quels objectifs. Donc, un des objectifs, c'était effectivement de mettre à disposition une plateforme de REL au sein de Nantes Université. Donc, on a d'abord, avant d'avoir des REL à mettre à disposition sur la plateforme, le choix a été déjà de travailler sur un cycle de formation, d'accompagnement autour de l'éducation ouverte et de la création de REL. On a pu d'ailleurs présenter un travail sur la création de REL à Sherbrooke au sein de l'AIPU en 2024 dans une démarche avec plusieurs collègues de Nantes. Voilà, donc ça, c'était tout le travail avant la création de la Fabrique REL en juin 2023, nantaise, hein, avec ensuite la mise en place, un choix qui a été fait de prendre DSpace pour notre réservoir de RES et de mettre en place un bac à sable en juillet 2023 sur DSpace. Décembre 2023, il y avait donc un événement d'ouverture de Néo, Nantes Éducation Ouverte, et avec déjà, on a été assez vite, hein. C'est vrai qu'entre juillet 2023 et décembre 2023, il fallait mettre des REL dans cette plateforme sans avoir les réponses à toutes nos questions autour du signalement et des métadonnées qu'on souhaitait mettre. Donc c'est vrai que ça s'est assez vite précipité en n'ayant pas les réponses à toutes les questions. Mais on a mis en place cette plateforme, on y a intégré des REL et au fur et à mesure, les questions se sont enchaînées les unes après les autres. Voilà, jusqu'à arriver en septembre 2024 à se dire qu'on avait besoin d'un poste autour du signalement des REL. Donc, on a eu la création d'un poste de médiateur documentaire, donc une personne au sein de la Fabrique REL et des bibliothèques universitaires qui traite en fait les REL et qui signale les REL dans Néo. Je laisse la parole à Thibaut sur l'infrastructure et le fonctionnement. Donc au niveau de l'infrastructure et du fonctionnement, on a commencé, nous, à utiliser, donc avec un premier prestataire, une plateforme DSpace qui était en version 7 à l'époque. Alors le prestataire avait lourdement modifié DSpace, ce qui a fini par nous poser des problèmes, parce que du coup, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, on était extrêmement limité. Donc là, c'est pour ça que depuis la fin de l'année, depuis le début de l'année, pardon, on est vraiment passé sur un nouveau prestataire. Et du coup, on a profité pour faire une montée de version et donc passer en version 8 de DSpace.
Donc on n'a pas juste changé ça. Il faut savoir qu'au début, notre plateforme était hébergée par le prestataire. Donc avec énormément de limitations, notamment au niveau des mises à jour, hein. Il nous fallait presque un mois pour. On avait une mise à jour par mois seulement. Donc quand on veut aller un peu vite, surtout au début, ça peut être très compliqué. Là, avec le nouveau prestataire, on a maintenant l'infrastructure qui est chez nous, à Nantes Université, ce qui nous permet en fait d'être vraiment beaucoup plus agile sur les changements. Donc s'il y a besoin, on a accès au serveur, on peut faire fonctionner les choses. Le travail de migration, il est quasiment terminé. Là, j'ai reçu des choses ce matin, donc j'espère que je ne vais pas découvrir avec vous qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien. Mais donc c'est encore en cours, on est en train de finir la migration. Et bah, du coup, on est plutôt content pour l'instant de la nouvelle plateforme. Je reprends la parole sur effectivement les acteurs, l'équipe autour de Néo. Je l'ai dit en introduction, l'équipe de la Fabriquerel. Alors la Fabriquerel, c'est 5 personnes à Nantes Université, la chef de projet, des personnes qui interviennent, mais pas forcément à temps complet, des ingénieurs pédagogiques, 2 personnes, et puis donc Thibaut, hein, qui a aussi a une partie de ses missions autour de la Fabriquerel pour la partie informatique, et une personne qui est alors nouvellement arrivée, puisque ça fait 2 semaines seulement qu'elle vient de rejoindre les bibliothèques universitaires, euh, qui s'occupe du traitement des REL dans Néo. Voilà. Voilà, donc bibliothécaire pour le signalement et informaticien pour l'aide au paramétrage et le lien avec le prestataire. Thibaut, peut-être? Oui. Donc au niveau de l'architecture, donc on a décidé de mettre en place les disciplines qui sont les grandes disciplines qui sont enseignées à Nantes Université. Et au sein de ces disciplines, on a créé différentes collections qui vont ensuite accueillir nos ressources éducatives libres. Donc on a choisi de faire ce paramétrage qui ne va pas forcément parler à tout le monde, mais qui est en adéquation avec, en tout cas, la ligne directrice de l'université. Donc au niveau des REL, donc, chaque REL va contenir une petite notice bibliographique, pardon. Donc le titre, qu'est-ce que c'est comme type de REL, d'ailleurs, et fil de recherche. Ce que je propose en fait, c'est peut-être même de montrer directement Mm. plutôt que Ouais, de juste vous le dire. Parce que là, je vous lis le truc, mais c'est pas très intéressant. Est-ce que je peux J'arrête le repartager? partage, tu veux? Ouais, je veux bien. Et je reprends le partage. Ouais, ok. Hop. Donc ça, c'est la plateforme, hein. Donc on est en mode administration, donc on a des choses que vous ne voyez pas si vous avez suivi le lien qui vous a été donné plus tôt. Donc ici, on a les différentes disciplines donc, de Nantes Université. Au sein de chacune de ces disciplines, on va retrouver du coup des collections. Donc là, forcément, il ne se met pas par collection du premier coup. Donc des collections, donc là, on n'en a qu'une seule. Et on va cliquer. Et donc là, au sein de la collection, on va retrouver du coup les différentes. Donc c'est un onglet de recherche qui va nous donner les différentes ressources qui sont existantes. J'ai perdu mon jeton, ça c'est pas cool. Du coup, au niveau de la recherche, on a mis tout en place des filtres qui vont se. Alors je suis désolé, hein, je suis en train de perdre mon accès. Voilà, il revient. On a mis au niveau des filtres, du coup, des choses qui nous permettent de rapidement, donc c'est assez classique, les auteurs, le format, la date. Je vais vous montrer directement à quoi ressemble une ressource. Donc au niveau d'une ressource, hein, tout ce qu'on indique, c'est vraiment tout de suite la licence, la date, ensuite pour qui elle est, donc le niveau du public et le type de public ciblé. On indique aussi le type de ressources pour que les gens qui vont arriver ou qui vont faire du tri puissent directement avoir les bonnes ressources. Et enfin, on a sur la partie droite, du coup, tout un champ description avec des mots-clés qui permettent au coup de retrouver les ressources qui peuvent être liées les unes aux autres. Et bien sûr, évidemment, la ressource éducative libre en bas. Voilà, à noter que chez nous, toutes les notices n'ont pas de ressources éducatives libres liées, parce qu'on a un autre serveur qui est un média serveur, en fait, donc toutes les ressources vidéo
sont stockés là-bas sur ce média serveur et pas directement sur notre DSpace. Donc après, il y a tout simplement dans la description un lien qui permet aux gens d'aller sur le média serveur et de là-bas récupérer directement les vidéos pour ensuite les transformer ou les réutiliser. Je te rends la main, Élise. Oui. Non. Tac, je repartage. Voilà. Alors, au niveau des métadonnées, comment ça s'est passé sur notre réflexion? C'est vrai que voilà, le choix politique était DSpace. Maintenant, équerre, on se pose. Je crois qu'on est en train de perdre Élise, donc je vais reprendre. Donc effectivement, au niveau des métadonnées, on s'est longtemps posé la question de quelles étaient les métadonnées qu'on voulait utiliser. Donc on est parti sur le... Pour, Ah, il y a un on te reprend, souci. Élise? Oui, on t'entendait plus. Ah, là c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, on t'entend. Je te Ah, laisse pardon. reprendre. Donc, voilà. Donc, je disais que en fait, on s'était posé beaucoup de questions sur les métadonnées à l'implantation dans le bac à sable DSpace, à se demander comment on allait décrire nos ressources, quels mots-clés derrière, quelle typologie, quelle terminologie, quel format de métadonnées adopter. Pour ça, on a, avec les collègues bibliothécaires, 2 personnes à l'époque, plus moi, on a effectivement mené notre petite enquête dans différents établissements qui utilisaient DSpace. Il y a Louvain qui utilise DSpace, alors qui, eux, de leur côté, ont fait un choix assez radical qui était de ne pas faire de description bibliographique derrière. Il y a Reliam également. C'est une école d'ingénieurs des arts et métiers sur Paris qui utilise également DSpace et qui a mis à disposition une collection de REL. Voilà, donc on a aussi travaillé un petit peu avec eux pour essayer de voir comment ils avaient implanté leur DSpace et comment ils avaient décrit leur notice. Ce qu'on s'est dit par rapport à cette description de notice, c'est que nous, en France, on a une collection autour de la science ouverte qui s'appelle HAL, donc les archives ouvertes, qui sont accessibles et pour lesquelles derrière, il y a des métadonnées qui sont bien renseignées et dont on aimerait aussi faire des liens, faire des ponts avec ces collections sur HAL. Donc, on a pris à tâche aussi des collègues qui travaillent sur ces collections-là et on s'est dit avec les collègues qu'on allait effectivement aller vers donc, un format de métadonnées qui est utilisé aussi sur le Dublin Core. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais voilà. Et puis ensuite, sur HAL, vous irez voir les liens au fur et à mesure, on a des référentiels qui sont utilisés pour la liste de mots-clés, la liste d'auteurs. Donc, on s'en est parti de ça pour décrire les notices. Et puis, Thibault l'a dit juste avant, effectivement, au niveau des collections, des disciplines renseignées, on a pris celles qui sont enseignées à l'université et c'est celles qui sont enseignées au niveau universitaire, le CNU, avec les différentes disciplines. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de se référer à des référentiels existants, aussi pour importer de manière facilitée ces mots-clés. Donc, ça a été le cas sur les référentiels HAL. On a pu faire des imports en fait de manière facilitée dans DSpace. Et puis, l'objectif à terme, c'est effectivement de permettre l'interopérabilité entre les outils pour aussi offrir d'autres perspectives d'évolution. Alors, juste pour compléter un petit peu sur les métadonnées, on est vraiment allé de manière un peu itérative dans notre recherche parce qu'en fait, il existe beaucoup de formats de métadonnées. Notamment en France, on a déjà des formats en fait qui sont dédiés à l'éducation, mais on s'est rendu compte assez vite à l'usage en fait que ces formats ne sont quasiment pas utilisés en dehors de la France. Donc ça ne respectait pas nous ce qu'on voulait, donc quelque chose qui soit vraiment international. Donc on est très vite parti vers le Dublin Core et enfin encore une fois au Dublin Core, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de métadonnées qui nous manquaient. Par exemple, là je vous ai parlé tout à l'heure, il y a le public, le niveau. Tout ça en fait, ça n'existe pas dans le Dublin Core de base.
Donc en fait, en fouillant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait des sous-catégories de Dublin Core qui nous permettent en fait d'aller chercher ces informations et qui sont reconnues. Parce que du coup, ce qu'on s'est retrouvé dans une version, je ne sais plus laquelle, je ne vais pas vous dire, mais dans une des versions, on avait vraiment des mots-clés qu'on avait inventés nous-mêmes. Enfin, des métadonnées qu'on avait inventées nous-mêmes, donc ce qui est absolument pas pratique parce que personne ne peut les relire. Donc c'est pour ça qu'on a réutilisé du coup le format qui s'appelle DC Terms, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est du coup un format Dublin Core, mais qui est vraiment plus spécialisé dans tout ce qui est éducation. Voilà. Merci. Je te laisse poursuivre sur le dépôt. Ouais. Alors moi, du coup, je vais bien reprendre la main. Ouais, Comme ça, j'arrête le partage. Voilà. C'est bon? ça sera plus pratique. Ouais, je suis en train. Alors, pour le dépôt, du coup, pour le dépôt, ça aussi une grande question, c'est comment on fait le dépôt. Donc, on a étudié un peu ce qui se faisait ailleurs, donc notamment à Louvain et à Sherbrooke. Et donc, à Sherbrooke, il y a un grand accompagnement, et à Louvain, il n'y en a quasiment pas. Ça veut dire qu'à Louvain, n'importe qui peut aller sur la plateforme, enfin n'importe qui, il faut pouvoir se connecter, mais peut déposer une REL en fait sans passer par des ingénieurs pédagogiques. Nous, comme c'est quelque chose d'assez récent, on a fait quelque chose qui est un peu dans l'entre-deux. Donc en fait, on va voir nos enseignants, enfin nos porteurs de REL, qui ne sont pas forcément des enseignants, on a aussi des BIAT, des étudiants, et on leur a demandé, en fait, on les accompagne pour remplir ensemble le formulaire qui va mettre en place la notice. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai même joué à l'apprenti sorcier, je vais vous montrer celles qui m'ont livré ce matin en espérant du coup ne pas découvrir en même temps que vous Quelle chance. de bêtises. Donc voilà, donc c'est assez simple, hein, c'est quelque chose qu'on a voulu le plus simple possible. Alors, il n'y a rien de très particulier dans notre formulaire, si ce n'est qu'en fait, notamment au niveau des mots-clés et des types, donc public cible, niveau, en fait, ce sont des listes déroulantes. On ne veut pas laisser les gens mettre ce qu'ils veulent. On a voulu vraiment limiter pour éviter de se retrouver avec quelqu'un qui va faire une faute d'orthographe, tout simplement, ou aussi qui va dire, bah oui, mais moi, en fait, c'est mes enseignants, c'est vraiment les enseignants de droit, du coup, je vais mettre enseignant de droit, alors qu'en fait, ça peut concerner n'importe quel enseignant. Donc, on a fait le choix de vraiment limiter les choix que vont avoir les personnes dans les différents types de formats. Là, pour le format de la ressource, on peut voir qu'ils ont un certain choix, mais c'est n'est pas non plus complètement exhaustif. Hop. Du coup, bien sûr, ils vont choisir ensemble la licence. Donc, hein, quand je dis ensemble, c'est avec l'ingénieur pédagogique qui vient de la Fabrique Hell Nantes, pour en fait aussi leur expliquer. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est de l'explication. Parce que nos enseignants et nos personnels ne sont pas encore habitués à tout ça. Qu'est-ce que c'est une Creative Commons? On a beaucoup de craintes et de peurs au niveau des licences, notamment typiquement un classique au niveau des enseignants de santé. Ils ont très peur en fait que si ils mettent leurs cours de manière Creative Commons, ils se retrouvent en fait pillés par les petites écoles. Je ne sais pas si vous avez ça aussi au Canada, mais nous on a des petites écoles qui se mettent pas loin des universités, qui donnent des cours aux élèves, mais du coup qui reprennent les cours des enseignants et qui leur revendent aux élèves. Donc ça, c'était une grosse crainte. Alors on a essayé de les rassurer, hein. Ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si on a réussi à 100%, mais c'est quelque chose qui nous a demandé en tout cas beaucoup d'énergie. On a fait aussi du coup, à propos, on a toute une. Je vais aller même plus loin. Je vais commencer par ça. On a aussi des statistiques. Donc pour l'instant, on a fait le choix de les rendre disponibles. Donc on va avoir toutes les statistiques d'utilisation de la plateforme. Donc là, j'ai les statistiques globales, mais bien sûr, je vais aussi avoir toutes les statistiques par ressource, de façon à ce que chacun peut voir. Donc là, par exemple, on peut voir, je crois, les ressources les plus vues. Donc on peut voir que celle-là, elle a été vue 466 fois. On a non seulement les vues, mais on a aussi les téléchargements. Donc qui nous permet en fait de savoir, parce que c'est bien de voir qui a regardé une ressource, mais c'est aussi bien de savoir qui, du coup, a téléchargé cette ressource. Donc là, tout à l'heure, j'avais 466 vues sur cette ressource libre. On peut voir que il y a eu seulement 320 téléchargements. Voilà, ce qui est quand même pas mal parce que c'est là depuis pas si longtemps que ça, donc ça marche plutôt bien. Et du coup, dans un propos, donc on a créé aussi tout un guide pour justement aider nos porteurs de REL
à s'y retrouver et à nous contacter facilement. Donc, on va avoir l'onglet Vous accompagner, dans lequel on a mis carrément des vidéos pour expliquer en fait à nos porteurs de REL comment du coup s'y prendre. Donc, avec un mode d'emploi, des fiches outils qui sont disponibles, on leur dit bien, il y a un ordre à respecter, comment faire les choses. Et en fait, surtout, on leur dit contactez-nous. Parce que ça, c'est la chose qu'on ne laisse pas faire. En tout cas, pour l'instant, les gens ne peuvent pas mettre une REL sur Néo sans passer par nos ingénieurs pédagogiques. À terme, le plan, alors c'est un plan d'ici 3 ans, donc ça peut être amené à changer, mais ce serait effectivement que les personnes arrivent sur la plateforme, peuvent déposer leurs ressources et leurs REL, mais en fait, ça ne va pas, donc contrairement à Louvain, ça ne va pas directement se mettre en place, mais ça va passer par des modérateurs qui sont les ingénieurs pédagogiques, qui vont vérifier que tout fonctionne, et du coup intervenir s'ils voient que quelque chose n'est pas en place. Mais du coup, quand même autonomiser les personnes le plus possible pour qu'ils puissent avancer. Hop, je te rends la main, Elise. Ok. Alors, je suis désolé, hein, je vais bientôt disparaître dans le soleil, moi, parce que je vois la lumière qui monte. Il fait très chaud ici. Voilà, alors effectivement, vous voyez qu'en fait, depuis la mise en place de DSpace au départ en 2023, notre DSpace, il a vraiment beaucoup évolué. Ça nous a demandé aussi beaucoup de travail de suivi avec le prestataire, le changement de prestataire, etc., la migration de la plateforme chez le nouveau prestataire. Enfin voilà, il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'interactions humaines en la personne de Thibaut derrière ça, parce qu'effectivement, nous, on a des souhaits d'évolution, on a des souhaits, mais il faut que derrière, ça suive aussi techniquement. Et ensuite, le lien avec les enseignants et les déposants de REL, les producteurs de REL, eh ben, il se fait effectivement avec les ingénieurs pédagogiques de la fabrique REL. Et puis là maintenant, en fait, la personne qui met en place et qui signale les REL dans Néo, la bibliothécaire qui est là depuis peu. Voilà. Alors, des perspectives d'évolution, oui, on en a parce que Néo, c'est bien, donc c'est un outil où on espère avoir de plus en plus de REL. Ce qui nécessite, hein, vous l'avez vu, pas mal de temps à passer derrière, effectivement, à accompagner. Marianne, tu l'as dit, c'est vrai que c'est super de pouvoir avoir un service d'accompagnement au dépôt, mais c'est aussi du temps de travail dédié à ça. Et puis, euh, et puis aussi de créer des REL. Enfin, c'est pas, voilà, on a un vrai travail autour de ça, de transformation de supports existants en REL et puis de création de REL qui est également quelque chose qui est dans les missions de cette fabrique REL. Dans les perspectives d'évolution de Néo, on a eu un contact récent avec ORC, qui est un moteur de recherche situé en Allemagne et dont Néo va être moissonné, et déjà, je crois, moissonné. Hein, Thibaut, Pas encore, tu me pas encore. corriges. Pas encore. Non, non. Voilà, j'ai pas vérifié ce matin, mais c'est en cours en tout cas. On a eu pas mal d'échanges avec eux et donc Néo sera moissonné par ORC. Je vous invite à aller voir après cette présentation. Voilà. Et puis, le lien d'eSpace avec d'autres outils, effectivement, depuis le départ, on l'avait dans notre coin de notre tête. Enfin, moi, ça fait depuis longtemps que je l'ai dans le coin de ma tête. Après, effectivement, il faut qu'on puisse le rendre opérationnel. On a un catalogue des bibliothèques à Nantes qui s'appelle Nantilus. Alors, derrière Nantilus, on a Folio. En fait, c'est un SIGB où on est les seuls en France à l'utiliser pour l'instant. Bientôt, deuxième établissement arrive sur Folio, mais du coup, derrière, eh ben, on a ce travail effectivement d'interopérabilisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, avec cet outil. Donc là, on va travailler avec l'informaticienne au sein des bibliothèques pour pouvoir rendre interopérable Néo à Nantilus, le catalogue des BU de Nantes, ce qui nous permettrait d'avoir une visibilité sur ces REL. Voilà. Ça, c'est dans les perspectives d'évolution à court terme, on va dire, parce que
Ensuite, on a effectivement on pourrait faire beaucoup d'autres choses. Maintenant, on a besoin de temps de travail, et puis aussi de pouvoir avancer en fait ensemble et d'avoir des choix qui soient opérés pour pouvoir mettre en place ces différentes évolutions. Voilà, je pense que... Alors, peut-être, Thibaut, tu peux compléter sur la partie ORC et Honeywell. Bah, tu as dit beaucoup de choses, hein. J'ai dit beaucoup de choses. Mais effectivement, donc nous, on fait partie de l'alliance Uniwell, qui est une alliance de plusieurs universités en Europe. Et du coup, il était décidé, dans le cadre de notre projet éducation ouverte au niveau de cette alliance, en fait, de passer sur ERC. L'avantage de ERC, c'est que les Allemands, par exemple, utilisent un autre système de REL dont le nom m'échappe là tout de suite, donc je suis désolé pour ceux qui leur REL. Mais on a aussi des universités comme Kiev ou Mercy qui vont utiliser DSpace. Donc en fait, l'avantage de RC, c'est qu'il arrive à s'adapter à chacune de ces plateformes et à venir les moissonner en récupérant du coup leurs ressources éducatives pour les afficher donc à différents niveaux. Alors c'est un truc qui est intéressant avec ERC parce que donc ERC c'est déjà un énorme moteur de recherche en Allemagne qui va moissonner vraiment partout en Europe. Donc c'est vraiment un super outil. Mais on peut aussi, en discutant avec eux, en fait, mettre en place un sous-moteur de recherche qui va s'occuper par défaut uniquement de certaines universités. Ben, typiquement, c'est ce qu'on est en train de faire pour Uniwell. On leur a demandé en fait une page qu'on puisse nous diffuser de notre côté, qui mettrait en avant uniquement les ressources produites par Uniwell, mais qui permettrait en fait à quelqu'un qui cherche des ressources d'aller très facilement en fait sur les ressources après globales pour aller plus loin dans ses recherches. Voilà. Je crois qu'on en a fini avec la présentation. J'ai mis quelques références sur lesquelles, effectivement, on a pu, au tout départ du projet, se documenter. Il y avait une note de Vincent Delavenne, qui est bibliothécaire actuellement à l'Université Bretagne Sud, qui a pas mal travaillé sur les formats de métadonnées pour les ressources éducatives, accessibles dans Zenodo. Donc, il y a le lien. Louvain, qui avait aussi, où on est allé consulter Louvain. Je l'ai cité tout à l'heure, Reliam, hein, qui a un guide du déposant et qu'on a aussi interrogé. On a interrogé les collègues de Reliam sur leurs métadonnées. Et puis, tout récemment, le rapport Coréal, Luc Massou, que vous avez peut-être entendu. Je ne sais pas, il est intervenu il y a 15 jours, je crois, pour présenter la mesure 9 et 10 sur l'interopérabilité des ressources pédagogiques sur les REL, et qui est disponible dans Zenodo, où on a voilà, quelques éléments aussi qui sont bien précieux pour la mise en place de ces métadonnées. Voilà, j'arrête le partage pour laisser la place aux questions. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. Je vais inviter les personnes qui ont posé des questions dans le clavardage dans l'ordre à lever la main. Il y avait dans un premier temps Sophie Saint-Cyr, ensuite il y avait Adam Duperron, puis Mylène Lebuy-Desjardins. Donc de vive voix, ça va être Oui. plus agréable pour la conversation. Allô, c'est Sophie. Je voulais juste savoir dans quel champ vous aviez mis de métadonnées, vous aviez mis votre public cible. Alors, je vais vous trouver ça tout de suite. Et ce que je vais faire même, c'est que je vais vous partager en fait notre fichier qui référence toutes les métadonnées qu'on a mis en place. Juste le temps de l'ouvrir et je vous montre ça. Je vais partager tout de suite l'écran. Du coup, voilà, donc ça en fait c'est nos métadonnées, donc on les a mis. On a fait ce petit fichier assez récemment, on a un peu tout remis au propre, on a changé de prestataire. Donc on a dit quelles sont les métadonnées qu'on voudrait, donc en français et en anglais. Quand il y avait des choix possibles, donc là typiquement public cible, on savait qu'on voulait soit enseignant, soit au public, on a marqué les différents choix qu'on avait. Et dans une troisième colonne, on a mis
la metadata qui va s'y référer. Donc là, typiquement, pour le public cible, c'est d'ici audience. Et donc, en fait, on a, ce qui était très important pour nous, c'est vraiment que chacune de ces métadonnées est une métadonnée qui est existante et utilisée. Que ce ne soit pas des choses qu'on invente, parce que c'est très facile d'inventer. Hein. Je pourrais taper, créer une métadonnée qui s'appelle d'ici.title.mon projet. Il va la créer. Il me dira jamais que ce sera jamais utilisé. Et par contre, quand on va se faire moissonner par quelqu'un, il ne saura pas quoi faire de ces métadonnées. Donc nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a fait vraiment très attention, c'est que ces métadonnées soient connues et reconnues. Donc on est vraiment resté dans le cadre de ce que proposait le Dublin Core, que ce soit le Dublin Core classique ou le DC Terms. Donc par exemple là, DC Terms pour l'Education Level. Merci. Peut-être prendre les questions du coup qui sont posées dans le chat. Je reprends. Oui, il y avait Adam Duperron. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour poser votre question. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation et même pour le développement de ce type de ressources. On essaie de faire un peu pareil à différents niveaux côté université Marie-Louise Pasteur. Il y a une question que je me pose justement sur plutôt la structure. Il y a un filtre qui s'appelle type. Tout à fait. Et j'arrive pas à identifier exactement quel est le champ qu'il couvre, étant donné que dedans, on va pouvoir retrouver de la vidéo éducative, du livre, du support de formation. Et j'arrive pas précisément à identifier la différence avec le format. Voilà. Alors, je vais repartager parce que c'est sur le même tableau. Ah bah voilà. Hop. Donc effectivement, on a voulu différencier trois choses. Donc c'est le type de ressources, donc qui va être c'est une conférence, un chapitre de cours, un support. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est comme ressource. Ensuite, il y a le type classique. Donc est-ce que c'est du texte, de l'image, des diaporamas. Et enfin, on a le format. Donc lui qui est un champ plutôt ouvert qui va indiquer en fait si c'est du MP4, du point doc ou ce genre de choses. Est-ce que ça répond un peu à ta question ou pas du tout? ouais, mais du coup, en fait, actuellement, elles sont toutes référencées en publication. On a uniquement des publications sur DSpace, effectivement. En fait, D'accord, ok. DSpace en fait, va avoir publication, c'est un type d'affichage. On va avoir publication, auteur, et après, si on va aller plus loin, il va falloir faire des choses à la main. C'est assez complexe. Donc en fait, Ouais. on s'est contenté effectivement de n'avoir que des publications. Donc tout est publication, mais Je c'est au comprends, sein je de ces publications que du coup, il y aura des différents types de ressources qui seront annoncés. Donc tout est publication, et après, c'est après que le filtre va agir. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, bon courage pour tout ça. Merci. Alors, il y a une question sur les serveurs utilisés pour les réels vidéo. Effectivement, Thibaut, je te laisse poursuivre. Je vais continuer. Ouais. Donc, nous, à Nantes Université, du coup, on a un média serveur. Donc, c'est quelque chose, c'est pas maison, c'est quelque chose on a un prestataire qui travaille dessus, qui nous permet, en fait, aux personnes de Nantes Université de publier des vidéos. Alors, je vais essayer d'aller rapidement dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'est tout simplement un serveur qui va nous permettre d'avoir rapidement les vidéos. L'intérêt de ce serveur, c'est qu'on peut faire des chaînes. Donc, par exemple, pour l'éducation ouverte, on a une chaîne qui est dédiée à l'éducation ouverte. Alors là, moi, je suis pas très bon pour la retrouver, cette chaîne. Elle existe. Je vous demande de me croire sur parole. Je suis pas sûr de la retrouver là tout de suite. Mais en tout cas, normalement, vous voyez, on arrive sur des chaînes et du coup, on va voir là des webinaires, des genre de choses. Donc là, je suis allé dans la direction de la formation des réussites universitaires. Alors moi, j'ai accès à beaucoup de choses parce que je suis administrateur de la plateforme. Mais pour nos usagers, hein, ils en voient beaucoup moins. Ils vont voir que les chaînes publiques qui vont s'afficher et ils peuvent facilement accéder aussi au dernier contenu. L'intérêt de ça, c'est aussi qu'on peut faire du streaming en direct. Donc ça arrive en fait que pour certains webinaires ou certaines choses, on fasse des tables rondes, on peut les streamer en fait directement sur notre média serveur et du coup les enregistrer pour les conserver directement là, sur le support. L'intérêt d'utiliser Media Server, en fait, c'est qu'il a intégré tout un tas de petits outils. Pardon, je vais prendre ça.
Donc ici, moi, je peux télécharger la vidéo pour la récupérer dans un format utilisable pour pouvoir en fait la retravailler. Donc dans une cadre d'une REL, c'est très important. Je vais avoir aussi, on peut leur mettre des licences. Donc là, par exemple, je vois que celle-ci n'est pas sous licence CC a priori. Donc celle-là, je n'ai pas le droit du coup de la retravailler. Mais on peut aussi faire la transcription. Il y a un système de transcription qui fonctionne, qui permet en fait d'avoir des sous-titres en français de la vidéo. Donc on a pas mal d'options d'accessibilité qui nous permettent en fait de faire facilement les choses. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi en fait sur nos ressources éducatives libres dans DSpace de ne pas les mettre directement. On aurait pu mettre les .mp4 directement dans DSpace, mais tout de suite, ça va beaucoup alourdir le serveur. Et surtout, ça aurait fait doublon avec le serveur qu'on a déjà. Donc on essaye au maximum en fait d'éviter les doublons pour éviter en fait quelque chose de typique, que la personne en fait change sa vidéo, mais ne nous prévienne pas nous. Et du coup, on se retrouve avec une vidéo qui soit le lien il est mort, soit la vidéo n'est plus à jour. Donc c'est voilà, c'est pour ça qu'on utilise Media Server. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je coupe le partage, mais je vais peut-être le réactiver. Oui. Alors ensuite, Alors je vois qu'il y avait une question sur ORC. ORC, ouais. J'en profite. Vas-y. Pour ORC, en fait, si tu veux te faire moissonner par ORC, il faut les contacter. C'est assez rapide, hein, ça peut être réglé en une semaine s'ils sont disponibles. Et en fait, voilà, tu leur dis que oui, ils peuvent moissonner, puis ils vont venir. Puis surtout que moi, j'avais essayé de moissonner Sherbrooke pour faire des tests avec DSpace, hein, ça se moissonne bien. Ça se moissonne bien. Ah. C'est ça, j'ai vu aussi, c'est mon commentaire sur ORC. Puis en fait, je vois qu'il y a des REL de Sherbrooke qui sont là, il y a des REL aussi de Fabrique REL qui sont là, de d'autres établissements, il y en a de Zenodo. Ça fait que même nos collections Zenodo peuvent y être. Parce Ils ont vraiment fait un outil qui est très très flexible et qui va pouvoir lire la plupart des plateformes en fait de dépôt de ressources. C'est ça, puis il y a une bonne quantité de ressources libres en français. Donc, pour une interface de recherche, moi, je suis vraiment enchantée de découvrir. Fait que je pense que ça vaut la peine aussi de faire la démarche pour que ce soit repérable au lieu de passer par un dépôt à la fois, faire nos petites recherches avec une interface de moissonnage. C'est intéressant. Nous, c'est comme ça en fait que les universités allemandes en fait nous ont vendu ORC. C'est qu'effectivement, plutôt que d'avoir plein de petits dépôts, c'est bien d'avoir chacun son dépôt, mais ORC, c'est encore mieux, parce que là, c'est le moteur de recherche qui va venir lire les dépôts. Donc, c'est pas un dépôt, on peut rien déposer dans ORC, mais c'est uniquement du moissonnage. Mais comme il moissonne, déjà, il moissonne toute l'Allemagne, ce qui aide beaucoup à remplir le dépôt, mais du coup, il moissonne aussi ailleurs maintenant. Magnifique, merci beaucoup. Question, alors, audience, non, pavillon, ok. Les types de documents de COAR, c'est-à-dire, il me faut un décodage, décodeur. C'est parce que dans les Coalition of Open Access Repository, Open Repository, non, Open Access Repository, c'est parce que pour les types de documents, comme c'est documenté, donc je voyais dans vos, tantôt quand Thibaut présentait, vous avez des types de documents qui sont pas répertoriés dans Core, donc je me posais juste une question par rapport à ça, là. Alors tout à fait, en fait, on a tout simplement, c'est un peu comme les disciplines, on a utilisé en fait les types qui sont utilisés au sein de l'université, de Nantes Université. Donc on a utilisé un peu les nôtres, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée du monde, mais à un moment, on a fait un choix en fait entre privilégier quelque chose d'international ou quelque chose qui va être facilement lisible par notre communauté. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur quelque chose, comme les disciplines, sur quelque chose de très nantais. Ok, pour ceux qui se demandent de quoi je parle, je vais le mettre dans le clavardage. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Vas-y, Nadia, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour Élise, bonjour Thibaut. À part l'Université Laval, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'assistance qui débutait les travaux pour un dépôt institutionnel. Peut-être comme ça, du tac au tac, est-ce que vous avez des recommandations, des mises en garde, des petites recommandations là, pour qu'on fasse un bon début dans cet univers de dépôt de REL avec DSpace, parce que c'est le choix également qu'on a fait. Alors, ça serait bienvenu pour la suite de
nos choses? Alors oui, effectivement, la difficulté qu'on a eue après coup, c'est aussi de documenter notre démarche. Enfin, on est pris dans le feu de l'action, etc., pour émettre des choix au plus rapide, pour répondre aux politiques, etc., etc., et puis ouvrir un Néo en décembre 2023, comme je l'ai dit, avec pas grand-chose, hein. Donc, il a fallu aller très vite. Mais effectivement, après coup, on a essayé de documenter des choses. Donc, on pourra vous fournir un guide, enfin quelque chose. Moi, je peux me remettre sur le travail de rédaction de bilan parce que je trouve ça aussi, là, moi, dans ma démarche de conception de ce diaporama et de présentation de cet atelier, ça m'a permis aussi de refaire le bilan et de refaire l'historique. Parce que ben voilà, on est pris par le feu de l'action. Mais oui, je peux vous partager quelque chose. Après, le truc, c'est c'est toujours pareil, hein. Quel objectif au départ enfin, ce que vous souhaitez faire, quel type de ressources, pour qui, et quelle durée aussi, j'en ai pas parlé, hein. On a fait un travail en interne sur le cycle de vie de la REL pour essayer de voir comment les REL vont vivre et combien de temps, et puis qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Donc ça, c'est en plus, hein, on a essayé d'avoir cette réflexion en interne pour se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y met. Il faut aussi savoir qu'à Nantes, il y a DeSpace, mais il y a aussi d'autres outils. Il y a le Madoc, j'en ai pas parlé. Le Madoc, c'est le Moodle avec les enseignants où ils viennent y mettre leurs cours. Donc, il y a aussi ce travail de vulgarisation, de sensibilisation autour de la plateforme de REL Néo qui est faite par la Fabrique REL, qui est faite autour des événements, Semaine éducation ouverte, mois de l'éducation ouverte, etc. Mais il y a un gros travail à faire puisque l'enseignant, il suit typiquement ce qu'il a à faire, c'est-à-dire mettre ses cours dans Madoc ici, hein. Donc, pourquoi il viendrait en plus partager des ressources dans une plateforme de REL? Parce que il a fait son travail. Donc là, il y a un vrai travail d'accompagnement autour de ça. Il y a le Madoc, il y a la volonté politique à Nantes aussi, hein, de rendre un Madoc ouvert. Donc pour l'instant, les cours sont fermés et ne sont pas accessibles. Pour ça, c'est un gros travail de sensibilisation et puis derrière aussi d'avoir les équipes, hein, informatiques, pédagogiques qui puissent suivre. Donc voilà, c'est des choix. Maintenant, il faut voir si dans dans la mise en place, c'est opérationnel, ça va pouvoir être opérationnel ou non. Donc voilà, il y a pas mal de discussions en interne autour de ça. Et puis la troisième chose, j'en ai parlé dans la présentation, c'est HAL. On a une plateforme, hein, sur la science ouverte qui nous donne des articles, hein, de recherche de grand public, enfin ouvert à tous, avec à Nantes cette volonté politique, une incitation très forte pour les enseignants de venir publier dans HAL. Donc, quelle est la plus-value de Néo par rapport à ça? Voilà, on a vraiment des questions qui nous ont traversées, qui continuent de nous traverser, hein, en interne pour se dire finalement comment on fait vivre cette plateforme. Voilà, donc je pense que toutes ces questions-là, elles sont à la base de la création d'un dépôt de REL. Pour qui, ce qu'on y met, vers quoi, l'interopérabilité entre les différents outils. On l'a vu, hein, le moissonnage par différents outils, c'est un vrai plus parce que si la plateforme, elle est pas du tout moissonnée, ça risque d'être peu visible, voilà, etc., etc. Donc, il y a ça. Et puis, les moyens RH derrière, hein, financiers, RH, ce qu'on est en capacité de pouvoir mettre aussi, parce que c'est pas le tout de mettre en place une plateforme, il faut pouvoir la faire vivre, il faut pouvoir l'alimenter, il faut pouvoir la mettre à jour, etc., etc. Sur quelle durée? Est-ce qu'on est sur du long terme ou non? On a aussi ces questions à se poser, puisque à Nantes, là, on est sur une feuille de route qui est de 5 ans pour le moment. Donc,
comment on continue derrière quand on n'a pas forcément les équipes qui vont suivre aussi, hein, parce que voilà, on est sur des durées qui parfois interrogent, nous questionnent, et voilà, c'est pour ça aussi que on souhaite, pour l'instant, on a de l'accompagnement au dépôt qui est possible via des ingénieurs pédagogiques qui sont là, mais à terme, l'autodépôt est aussi visé dans Néo, puisque on souhaiterait que les gens puissent être en autonomie sur ce dépôt, qu'on ait derrière une visibilité, un check-up qui soit fait par la personne qui va venir y traiter de manière documentaire les REL sur le signalement. Mais c'est vrai que ça nous simplifierait la vie qu'on puisse arriver à l'autodépôt, en fait. Voilà. Voilà, c'est toutes ces questions-là préalables, mais effectivement, je pourrais tout à fait partager et documenter ces différentes étapes. Est-ce que ça répond à la question? Tout à fait, ça serait très apprécié, sans compter également que souvent on a à défendre nos décisions, à défendre les projets à des équipes de gestion qui comprennent minimalement c'est quoi les REL, puis qui voient peut-être pas de justification d'avoir tout un projet pour les dépôts. Donc, ça serait très apprécié de partager vos étapes. Merci. Je le ferai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste ajouter de manière un petit peu pratico-pratique pour justement préparer du coup ça. C'est vraiment qu'il faut bien définir en amont. Nous, c'est là où on était un peu piégé. Bien définir en amont en fait ce qu'on attend de la plateforme, parce que c'est quelque chose qui est resté très flou, même après qu'on ait commencé à utiliser la plateforme. Ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé à faire énormément de quasiment avec l'ancien prestataire. C'est pour ça qu'on a fini par se disputer un petit peu. C'est que quasiment tous les 2 mois, on se retrouvait à faire des grosses mises à jour parce que d'un coup, on avait, en fait, non, ce qu'on a fait jusque-là, ça marche pas, on recommence. Le serveur n'était pas chez nous, donc ça veut dire qu'en fait, on était sur encore du court terme. Donc, alors que maintenant, il est chez nous. Donc, ça veut dire que tant qu'on est là, le serveur, il fonctionnera. Alors qu'avant, on devait payer tous les ans un prestataire pour que le serveur fonctionne. Quelque chose qui a beaucoup manqué aussi de notre côté, je dirais, ça va être de faire des maquettes, mais des vraies maquettes, en fait, de ce qu'on attend visuellement des REL. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. On savait plus ou moins ce qu'on voulait. Et en fait, c'est ça. On s'est dit, ah, mais en fait, c'est pas beau, c'est pas bien rangé. Et on refait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup. On a eu beaucoup de questionnements. Donc, les ingénieurs pédagogiques sont passés, ils ont voulu tout refaire. Les politiques sont revenus derrière, ils ont dit, en fait, non, on va refaire encore. Les ingénieurs pédagogiques sont revenus derrière en disant, mais non, ça va pas. Ce qui fait qu'effectivement, on s'est retrouvé en fait à perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur quelque chose qui aurait pu être vraiment validé en amont dans une bible technique. C'est ça. Et aussi dire que ce projet de Néo et d'éducation ouverte, c'est un objet qui est, je pense, unique pour l'Université de Nantes, parce que ça nécessite de travailler entre services, entre différents univers professionnels. Et ça, au départ, c'était pas gagné aussi. On a ce langage. On ne parle pas la même langue, même si on parle tous français, mais voilà. Et il y a un gros travail d'acculturation, de compréhension aussi des fonctionnements des services des uns et des autres, de nos priorités dans chacun de nos services. Moi, je fais de la formation, je m'occupe de formateurs, etc. Donc, c'est aussi, voilà, je n'ai pas mon temps tout dédié à l'éducation ouverte, même si j'aimerais beaucoup. Mais voilà, on a tous, en fait, c'est arrivé en plus, ces missions sur nos fiches de poste. Et ça aussi, il a fallu le faire entendre aux politiques, faire passer des messages et puis dire et définir vraiment en amont nos besoins internes aussi. Voilà. Donc ça prend un peu de temps aussi dans la définition en fait d'un projet, la mise en place d'un cahier des charges et des différentes étapes. Voilà. Et puis là, il y a eu changement de prestataire, de choses qui ont fait aussi que ça a retardé pas mal les choses. Et puis des changements de personnes, des gens qui nous quittent, des gens qu'on doit recruter, etc. Donc ça aussi, ça prend du temps sur le suivi d'un projet à plus ou moins long terme en fait. Voilà.
pour Et répondre à... je vais rappuyer un peu là-dessus. C'est vrai que comme on est une équipe, en fait, on est 3 services, en fait, au sein de cette équipe, chacun fonctionne de manière complètement différente. Je sais qu'au début, moi, j'avais jamais travaillé avec les bibliothèques avant. J'avais beaucoup travaillé avec les enseignants, avec d'autres BIATS, mais jamais avec les bibliothèques. Donc, c'est vrai que parfois, les termes qu'on utilisait n'étaient pas les mêmes. Et du coup, on se retrouvait avec des incompréhensions et on ne comprenait pas pourquoi, en fait, l'autre comprenait pas ce qu'on disait. Mais en fait, parce qu'on utilisait un terme qui veut dire autre chose pour lui ou ce genre de choses. Donc ça a mis un petit peu de temps quand même avant qu'on utilise tous les mêmes termes pour les mêmes choses. C'est vraiment un travail qui a dû être fait. Et qu'on a fait un peu sur le tas, nous, de notre côté. Ouais. Merci beaucoup. On aurait le temps encore pour peut-être une dernière question, réaction, partage. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec Mylène. C'est très impressionnant comme travail, c'est partir de zéro pour monter un dépôt. Vous avez un contexte qui est différent que, par exemple, nous au Québec, où la plupart des universités ont déjà leur propre dépôt pour les mémoires et thèses. Pas toutes, mais quand même une bonne partie. Donc, il y a déjà des structures de mise en place. Toutefois, la structure de mise en place, nous apporte certaines contraintes, hein? ou compromis qu'on doit avoir. Fait que dans votre cas, c'est ça. J'ai beaucoup apprécié quand vous avez parlé, tu sais, cahier des charges aussi, puis définir le projet parce que c'est en le faisant qu'on on constate l'aspect interprofessionnel que vous avez bien mis de l'avant. Moi, je l'affectionne tout particulièrement. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de vous écouter aujourd'hui. Je suis certaine que les gens qui sont dans la salle se joignent à moi aussi pour vous remercier. C'était très riche. On va continuer à vous suivre. On va tous aller sur ORC pour aller aussi se faire moissonner. Oui. Donc, j'en profite pour mentionner que cette semaine, c'est la dernière semaine du mois de l'éducation ouverte. Je mets le lien dans le clavardage. Ça va vous mener vers la programmation. Ça se termine ce jeudi. Jeudi, d'ailleurs, c'est une séance de clôture où est-ce que Open Education Global francophone va animer une session pour réfléchir à comment on souhaite dynamiser nos différentes communautés. Vous êtes les bienvenus. Et demain, j'anime un café jazette avec Colin de Leguera de Nantes Université d'ailleurs. Pourquoi ne pas partager? Donc, je vous invite à vous inscrire aussi à cette séance-là. Puis, je tiens à vous remercier, Élise et Thibault, pour le partage d'aujourd'hui. C'est vraiment très inspirant, enrichissant. Puis, en fait, ce genre de retour d'expérience-là nous permet d'arrimer nos pratiques dans le futur pour le bénéfice de tous et toutes. OK. Merci. Merci Marianne en tout cas pour la présentation. Voilà. Et puis merci à tout le monde pour l'écoute et les échanges. Merci à vous, c'était vraiment très sympa. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Puis on se revoit demain, je l'espère. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Hop. Salut. Salut. Je vais arrêter l'enregistrement. Et voilà.